Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 8h37. Et voici sur Europe 1 la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, une pluie de révélations. Les Échos, dépenses publiques, les premiers dérapages, où l'on apprend que notre contribution au budget européen va nous obliger à nous serrer un peu plus la ceinture. Le Point, ces vérités interdites, ce qu'il ne faut pas dire sur le chômage, l'immigration, les médicaments, les salaires, l'école, l'histoire. Alors en vrac, la machine à intégrer est cassée, la France a fait le choix du chômage de masse pour garantir son système social. Et non, les Normands n'étaient pas des sauvages sanguinaires. Mittal évidemment, dans vos journaux, on en parlait à l'instant avec l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et puis aussi avec ce document secret dont on vous parle depuis le début de la matinée et qui montrerait que finalement l'usine de Florange était parfaitement rentable, c'est ce que disent en tout cas les syndicats. Mittal dans la presse. Alors si on cherchait justement le péché originel du quinquennat Hollande, celui qui va lui coller à la peau, certains pensaient que ce serait le tweet de Valérie, d'autres la non-renégociation du traité européen, mais visiblement c'est Florange. Donc en une du Nouvel Observateur, François Hollande a les yeux dans le vague, empreint d'un doute, et le titre, le désaveu. C'est d'autant plus sévère que le Nouvel Obs, c'est un magazine de gauche. Bien sûr. Censé et être on plus va voir que son dossier avec, est très très sévère. Alors, en face, on a la une du Figaro avec Lakshmi Mittal. Il a quasiment la main sur le cœur. Il est en train de plaider sa cause. Il a l'air peiné. La nationalisation, quel bond en arrière. L'industriel philanthrope nous explique son souci de sauver les emplois, son amour de l'outil industriel. Et bien sûr, il n'a jamais trahi aucune promesse. Le rachat d'Arcelor, dit-il, prévoyait la fermeture des hauts fourneaux de Florange au plus tard en 2010. En fait, nous les avons fait fonctionner plus longtemps que ça. En fait, il faudrait lui dire merci. Oui, en gros, de quoi on se plaint. Donc, en une du Monde, pourtant, quand les États-Unis nationalisent, ça marche. Avec des nuances, bien sûr, ça marche plus ou moins bien, mais le Monde nous parle de stratégie industrielle, de patriotisme économique. Il nous cite aussi le cas du Japon, qui protège farouchement ses entreprises. Donc le fameux État stratège, vous savez, ce mot qui est redevenu à la mode dernièrement, mais le mot seulement, parce que les actes... Alors... Pour revenir au dossier du Nouvel Observateur, lui, il nous parle surtout du versant politique de l'affaire. Comment Jean-Marc Ayrault a voulu tenir Arnaud Montebourg à l'écart. Comment Jean-Vincent Placé, par exemple, a reçu un appel au lendemain de l'accord avec Mittal pour lui dire qu'il serait dommage qu'il ne réagisse pas favorablement à un plan qui signe la défaite de Montebourg, son ennemi intime. Tout ça est sordide. Mais avant ça, François Bazin nous raconte le jour où Arnaud Montebourg aurait dévoilé au point les détails du plan de compétitivité. Ayrault ne l'avait pas informé comme les autres ministres. Donc il arrive à la réunion et 2 heures plus tard, le Point dévoile le projet du crédit d'impôt. Aux yeux d'Ayrault, ce jour-là, nous dit François Bazin, Montebourg a voulu se faire mousser auprès d'une rédaction de manière puérile, mais ô combien irresponsable. Donc en gros, à la lecture de ce dossier, on voit des ambitions personnelles. On voit des haines farouches, mais alors on cherche une vision, un projet politique cohérent. François Hollande, écrit François Bazin, rappelle le prince de ligne, à qui l'on demanda un jour s'il avait été fidèle durant sa longue vie et qui répondit d'un seul mot. Souvent. Oui, c'est très joli comme expression. Pendant que le gouvernement s'acharne sur Mittal, la violence à l'école continue. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, dans l'enfer quotidien des profs. Vous savez qu'il y a eu ce jet d'une bouteille d'acide dans une classe d'un lycée professionnel. L'élève voulait régler ses comptes avec la prof. Alors quand on lit les témoignages cités par le journal, en fait c'est désespérant parce qu'on a l'impression d'avoir déjà lu ça 100 fois et rien ne change. Et dans le Figaro, Marie-Estelle Pêche cite un enseignant. Le plus difficile donc dans les lycées professionnels, ce sont les plus jeunes. À 15 ans, ils ont l'âge mental d'enfants de 12 ans, mais font bel et bien des bêtises d'adolescents. Mais le pire, ce sont les pages du Monde et de Libération sur l'étude Pearl, une étude sur les capacités en lecture des élèves de 10 ans. Une fois de plus, la France montre des résultats en baisse. Et on comprend pourquoi une fois au collège, ils sont perdus, ils sont violents. Les bons élèves s'effondrent, les mauvais explosent. Les pauvres ont encore moins de chances que les autres d'apprendre à lire. Dans Libération, on insiste sur le fait que les petits Français se distinguent par le nombre important de réponses laissées en blanc, notamment quand il faut rédiger un texte long. Sous-entendu, ils manquent de confiance en eux, l'école les traumatise. Alors, simplement, l'étude nous montre que c'est à Hong Kong que les écoliers sont les plus performants. Hong Kong, où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas peur de traumatiser les élèves. Mais l'éditorial du Monde nous dit que les États-Unis, eux, ont renversé la tendance totalement, en menant des études scientifiques sur les méthodes de lecture les plus efficaces. Sauf que 2 lignes plus loin, on lit dans le même éditorial « Si la France veut sérieusement refonder son école, il est donc urgent qu'elle sorte de ces vieilles querelles entre méthode syllabique et méthode globale, par exemple. » Non, il serait temps qu'elle les tranche.
par des études sérieuses, justement. Bon, faites-nous un peu rêver. On est à J-12 avant Noël. Alors, je suis désolée, je vais encore vous casser l'ambiance. Il y a 2 articles aujourd'hui qui nous montrent que la magie de Noël est plus qu'elle était. Dans La Croix, on apprend que les usines chinoises qui fabriquent les poupées Barbie ont de nouveau été épinglées pour non-respect de la législation. Donc, parents, quand votre fille va vous réclamer les poupées blondes, vous lui expliquez qu'une ouvrière a travaillé 14 heures par jour pour les fabriquer, sans gants de protection contre les produits solvants parce que ça entrave la productivité, et qu'elle loge dans des dortoirs collectifs faute de pouvoir se payer une chambre. Et alors dans Libération, surtout, je voulais vous signaler le portrait de dernière page. Il est consacré à une trapéziste cubaine, Madeleine Tamayo González, tombée du ciel. C'est le titre de l'article. Parce qu'au cirque aussi, les anges peuvent tomber. Le journal nous raconte le parcours de cette fille qui rêvait de gymnastique et qui risque sa vie sur un trapèze volant. C'est émouvant, c'est mélancolique, c'est très beau. Le clin d'œil du jour. Sur le site Atlantico, on apprend quelles ont été les requêtes les plus fréquentes en France sur Google pour l'année 2012. Whitney Houston, Jean-Luc Delarue ou les Jeux Olympiques. Alors globalement, donc, il vaut mieux mourir si on veut être googlé. Bon, pour les questions que posent les internautes, en tête, comment maigrir? Devant, comment embrasser? Mais alors juste en 3e position. Comment embrasser? Oui, ça visiblement ça travaille gros, beaucoup. C'est une grande question. Et en 3e position, on trouve comment grossir. Vous voyez, ils sont jamais contents les Français. Comment alors c'est embrasser normal, quand on est maigre? Pardon. Moi je dis que c'est normal qu'ils aient élu François Hollande comme président. Décidément, ils savent pas ce qu'ils veulent. Grossir, maigrir, ils sont jamais contents. Merci Natacha Polony.